mes amis, vous reconnaissez, Youssef Indy, vous l'attendiez, eh bien il est revenu pour l'interview, la première interview de l'année, et je voulais qu'il nous parle de la stratégie américaine au Proche-Orient, dans un contexte en plus un peu particulier, puisqu'on a appris ce matin que Donald Trump avait remporté haut la main le premier caucus républicain, donc la première primaire républicaine. Il a remporté le caucus de l'Iowa avec 51% des voix, ce qui laisse à penser que Donald Trump a toutes ses chances quand même de revenir à la Maison-Blanche au 1er janvier ou 21 janvier, je ne sais plus quel jour est l'investiture aux États-Unis, début janvier 2025, ce qui aura forcément un impact sur le cours du conflit israélo-palestinien s'il n'est pas réglé d'ici là, et on peut penser qu'il ne sera pas réglé d'ici là. Donc l'élite américaine, la caste, le deep state américain est bien conscient du danger, et on voit que Anthony Blinken, durant le congé de fin d'année, pendant la trêve des confiseurs, a multiplié les voyages et a fait une tournée au Proche-Orient pour essayer de trouver une solution au conflit en cours. Tout le monde a bien conscience maintenant, je le redis, je le répète, je le souligne, qu'il y a un compte à rebours qui tourne et que l'enjeu est de trouver une solution avant l'élection de Trump, parce que le destin pourrait basculer si Trump était élu. Édouard Husson nous a expliqué que selon lui, Anthony Blinken n'avait plus la main. Je crois que Thierry Meyssan nous a dit la même chose la semaine dernière, qu'Anthony Blinken n'a plus vraiment la main et qu'il y a d'autres forces aux États-Unis qui, d'une façon ou d'une autre, structurent la stratégie américaine. Voilà, longue intervention. Je voulais que Youssef, qui a écrit un livre sur la guerre américaine contre l'Europe, la guerre des États-Unis contre l'Europe, la guerre des États-Unis contre l'Europe, nous parle de la stratégie américaine et de ce qu'il pense, de son analyse des voyages de Blinken de fin d'année au Proche-Orient et de l'impact que ça peut avoir sur la suite du conflit israélo-palestinien. Voilà, longue introduction. Youssef, je te donne la parole. Très bien, merci. Alors pour commencer, il faut poser le cadre géopolitique au Proche-Orient et la stratégie américaine au Proche-Orient. En 2021, on a eu un retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Précédemment, sous le mandat Trump, il faut préciser que le retrait d'Afghanistan avait été décidé par Trump, exécuté par Biden. Au préalable, Donald Trump, durant son mandat, a retiré un nombre de troupes considérables de Syrie et d'Irak. Il n'en reste que quelques milliers en Syrie et en Irak. Fin 2021, donc après le retrait d'Afghanistan, les États-Unis ont retiré des missiles Patriot d'Arabie Saoudite et un porte-avions et des troupes. Pourquoi ? Parce que les Américains se préparaient à la guerre en Ukraine contre la Russie, et ils ont renforcé leur présence militaire en Asie-Pacifique pour contenir la Chine. Donc pour faire simple, alors attends, parce que ça va intéresser les gens, il faut prendre le temps de bien détailler les choses. Donc quand tu dis qu'il retire un porte-avions en prévision de la guerre en Ukraine, on est à quelle date à ce moment-là ? On est donc retrait d'Afghanistan, je crois que c'est l'été 2021, et le retrait des forces d'Arabie Saoudite, on est à la rentrée, donc 2021, septembre, octobre, novembre. Quelques mois avant la guerre en Ukraine. Et ils renforcent leur présence, leur force en Asie-Pacifique pour contenir la Chine. Donc pour être schématique, donc ce que tu nous dis, parce que je vais vite. Les gens vont se dire, ouais, attends, mon rôle c'est un peu de... Est-ce que tu es en train de nous dire que les États-Unis, à l'été 2021, au tournant de l'été 2021, c'est-à-dire en gros 8 mois avant la guerre en Ukraine, est-ce que tu es en train de nous dire que le deep state américain avait anticipé le conflit en Ukraine, bien sûr, préparé. Bien sûr, puisque quand moi j'ai suivi, en fait, parce que je préparais à l'époque un livre sur la confrontation Russie-États-Unis, puis après j'ai changé de voie puisque tout le monde s'est jeté dessus, mais quand les Russes entrent en Ukraine,
il y a eu, dans les mois qui ont précédé, des négociations, des déclarations, parce que les Russes voyaient que les troupes ukrainiennes étaient en train de se masser le long du Donbass pour mener une grande offensive. C'est pour ça que en novembre, décembre 2021, Lavrov, Poutine ont prévenu. Ils ont dit, s'il y a une épuration ethnique, tentative d'épuration ethnique, ils parlaient même de génocide contre les Russes du Donbass, donc de la part du régime de Kiev, nous interviendrons. Et c'est pour ça que les Américains disaient attention, attention, les Russes vont attaquer. Mais les Russes se préparaient à attaquer parce que justement, les Américains poussaient les Ukrainiens à attaquer. Et donc on avait des mouvements de troupes, les Russes, qui commençaient à se masser à la frontière russo-ukrainienne. Voilà. Donc les Américains étaient dans les préparatifs de cette guerre. Voilà. Puis, et parallèlement, ils ont renforcé leur présence militaire en Asie-Pacifique, sur les îles, etc., pour contenir la Chine. Donc, le contrôle du Proche-Orient, et même de ce qu'appelait Mackinder le Heartland, donc l'Afghanistan et toute cette zone, se sont retirés parce que c'était perdu. Ils étaient en train d'épuiser leurs forces. Daesh a été laminé, les groupes terroristes ont été quasiment tous laminés, il reste toujours des poches. Donc ils ont été vaincus. Ils se sont donc retirés. Ce qui pose... Alors là encore... Tu vas un peu vite, il faut prendre le texte. Excuse-moi, après les lecteurs. On va faire une émission sur le retrait. Vous coupez tout le temps, mais c'est pour que chacun prenne bien. Quand tu dis Daesh était vaincu, donc les États-Unis étaient vaincus. Explique-nous cette phrase. Alors, l'objectif stratégique des Israélo-Américains au Proche-Orient, c'est, depuis même avant le printemps arabe, c'était de faire tomber les États et les forces qui étaient des verrous à l'expansion israélienne. À savoir l'État syrien, avant cela c'était l'Irak et le Hezbollah. Pour les vaincre, on a créé, alimenté, financé, armé des groupes terroristes. Il y avait à peu près 80 nationalités qui étaient représentées dans ces groupes terroristes. Donc ces groupes terroristes-là ont été vaincus par le Hezbollah, l'Iran et l'armée russe. L'armée russe qui est entrée en territoire syrien en octobre-novembre 2015. Voilà. Donc ils se sont occupés de leur cas. Donc la guerre a été perdue. Voilà. Donc à partir de 2017, le Qatar se rapproche de l'Iran, puisque le Qatar finançait une grande partie de ces groupes terroristes. L'Arabie Saoudite a voulu quasiment envahir le Qatar, mais elle a été empêchée. Puis il y a eu des négociations à partir de 2021, justement, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, notamment en Irak, pour un rapprochement, parce qu'en fait, de facto, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont perdu cette guerre par proxy. Donc en fait, tout le monde a perdu la guerre dans le camp occidentalo-israélien. Et donc, j'imprime parce que pour toi, et donc en partie pour moi, puisque nous baignons toute la journée là-dedans, ce que tu dis n'est pas choquant, provocateur, mais donc pour un certain nombre de lecteurs, ça va l'être. Ce que tu nous dis, c'est que Daesh était l'instrument de la politique américano-sioniste, américano-israélienne, pour affaiblir, pour renverser un régime arabe qui résistait, celui de Bachar al-Assad. Oui, alors les fondateurs, les cadres de Daesh se sont rencontrés dans les prisons américaines en Irak, et les cadres, ceux qui ont été les architectes de Daesh, étaient des anciens officiers supérieurs, colonels, généraux de l'armée de Saddam Hussein. Donc des laïcs, des baassistes, même pas des croyants. Donc on redit, parce que là aussi, le parti basse, parce que plein de gens ne savent pas ce qu'est le parti basse. Dis-nous ce qu'est le parti basse. Le parti basse, il y a qui était au pouvoir avec Saddam Hussein. Voilà, c'était le parti au pouvoir avec Saddam Hussein. Il y a un parti basse irakien qu'il ne faut pas confondre avec le parti basse syrien, donc qui était un parti socialiste laïque.
Donc, bon, c'est pas le laïcisme à la française, hein. Les gens ne sont pas forcément athées, mais ce sont des socialistes laïcs, et beaucoup sont des athées, des gens qui ne sont pas croyants. Et donc, quand l'appareil étatique s'est effondré, il y a eu des gens qui se sont retrouvés sans emploi, notamment des officiers de l'armée de Saddam Hussein. Donc une partie d'entre eux sont entrés en résistance, ils ont été dans des prisons américaines en Irak. Et là, on a eu des jonctions entre des membres d'Al-Qaïda, de groupes terroristes, et des cadres, enfin des officiers supérieurs de l'armée de Saddam Hussein. Et l'architecte de Daesh, c'est un homme, un colonel des services de renseignement militaire de Saddam Hussein, dont le surnom était Haji Bakr. Et alors c'est le Der Spiegel qui a publié une enquête, puisqu'ils se sont procurés les documents internes de Daesh, et c'était les documents de la structuration de Daesh sous forme d'État, ou d'espèces de grands services de renseignement militaire, extrêmement bien structurés. Et c'était ce Haji Bakr qui l'avait structuré. Pour ce qui est des armes et du financement, je rappelle que Vladimir Poutine avait déclaré lors d'un G20 que 40 États finançaient Daesh, y compris des membres du G20. Et il y avait des centaines, voire des milliers de Toyota flambant neuves, des armes américaines. D'ailleurs, même les Américains ont reconnu qu'ils avaient largué par erreur, entre guillemets, des armes dans la zone contrôlée par Daesh. Et d'ailleurs, quand Daesh est entré en expansion sous sa forme territoriale, ils ont mis la main sur les armes du gouvernement au nord de l'Irak, des armes américaines qui avaient été données par l'armée américaine au gouvernement irakien. Donc Daesh est une organisation créée de toutes pièces et sponsorisée par les Américains. Ça c'est clair et c'est net. D'autant plus que j'ajoute que Daesh vendait du pétrole à l'Europe et à Israël via la Turquie. Voilà. Là, Erdogan avait à l'époque démenti, et les Russes ont publié des images satellites montrant les convois de camions, convois de pétrole de Daesh qui livraient à la Turquie. 75% de ce pétrole était vendu à Israël et le reste à l'Europe. On prétendait à l'époque que le fils d'Erdogan bénéficier à titre personnel financièrement de ce trafic de pétrole d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu des articles qui avaient été publiés notamment dans le média russe maintenant, Sputnik News à l'époque, avec des témoignages aussi, témoignages de gardiens de prison américains dans les prisons américaines qui expliquaient que les futurs cadres de Daesh étaient tranquillement ensemble dans les mêmes prisons. Et puis ils ont été libérés. Ils ont été libérés, ils ont fondé Daesh. Alors donc, je t'ai coupé, mais c'est important d'y aller étape par étape pour que les gens comprennent bien. Donc, les États-Unis perdent la guerre contre la Syrie. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un retrait stratégique des Américains, comme je l'ai dit. Donc, en fait, on passe d'une stratégie qui correspond à celle de Mackinder. Mackinder est un géographe, géopoliticien britannique actif au début du XXe siècle. Il expliquait que pour contrôler le monde, en gros, il fallait contrôler le Heartland. Voilà. Le Heartland, c'est toute cette grande zone, Russie, Afghanistan, etc. Ils ont échoué dans cette stratégie-là, parce que la guerre en Afghanistan correspondait à cette stratégie à la Mackinder. Ils ont échoué. Et ils se sont redéployés et ils ont plutôt là maintenant appliqué la stratégie de Spikeman, qui est un géopoliticien américain, actif dans les années 40, mort en 1943 et qui a eu une grande influence sur Roosevelt. Il a écrit un ouvrage majeur en 1942 sur la stratégie américaine. Donc il disait, lui, qu'il fallait contrôler le Rimland pour contrôler le monde, c'est-à-dire les zones côtières et notamment l'Europe qui est ce qu'appelait Mackinder une tête de pont anglo-américaine vers et contre la Russie. Donc on comprend ce retrait stratégique-là, ce repositionnement. Or ça pose un problème pour Israël,
puisque Israël et son lobby ont travaillé à pousser les États-Unis dans ces guerres successives dans le monde musulman, notamment pour détruire ses ennemis, pour permettre l'expansion d'Israël. Et donc Israël se retrouve isolé, c'est-à-dire qu'ils ont poussé les États-Unis à détruire l'Irak et à détruire la Syrie. Résultat des courses, ils se retrouvent avec les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique d'Iran, à leur porte. Ils se retrouvent avec un Hezbollah plus puissant que jamais, puisque le Hezbollah a passé plus de 10 ans à se battre, notamment à côté de l'armée syrienne en Syrie, donc avec une grosse expérience, voilà. Donc Hezbollah qui les avait vaincus en 2006. Et donc, et en plus de ça, en plus de cela, ils se sont mis à dos les Russes. Les Israéliens. Ils ont mis en danger des militaires russes en 2018, début 2018. Poutine avait décroché son téléphone pour engueuler Netanyahou. Il y a eu des déclarations officielles. Puis, le 18 septembre 2018, les Israéliens ont fait abattre un avion militaire russe avec tout son équipage. Et donc c'est à partir de là que les Russes ont dit bon d'accord, on va livrer les S-300, les missiles S-300 à la Syrie. Donc Israël se retrouve acculé diplomatiquement, acculé militairement et donc géopolitiquement. Donc Israël, pour se sortir de ce guêpier, avait besoin d'une guerre pour ramener les États-Unis dans la région. Et ça a été la guerre contre le Hamas. Donc maintenant on sait que Netanyahou était au courant de l'attaque du Hamas, ils ont laissé faire, puis il y a eu toute la propagande israélienne qui a amplifié cette attaque. On nous a parlé de femmes violées, la police israélienne a déclaré qu'il n'y avait aucune trace. On nous a parlé de bébés décapités, aucune trace. De bébés calcinés, de personnes calcinées, aucune trace. Sauf que aussi, on a trouvé des personnes calcinées, des maisons calcinées, mais par l'armée israélienne. Donc on a amplifié l'attaque du Hamas. L'objectif du Hamas c'était de kidnapper des Israéliens pour en faire une monnaie d'échange. Les Israéliens en ont fait une sorte de super pogrom pour justifier l'épuration ethnique à Gaza, ce grand massacre appelé guerre, et à ramener des Américains dans la région. Donc les Américains ont envoyé 2 porte-avions. Depuis, il y a un des 2 porte-avions qui est parti. Donc on en arrive au voyage de Blinken. Donc du point de vue américain, les Américains, ce qu'ils veulent, c'est calmer le jeu dans la région, empêcher l'embrasement, parce qu'ils sont déjà en train de perdre une guerre en Ukraine. Ils ont des forces mobilisées en Asie-Pacifique et depuis 2 ans maintenant, ils essaient de déclencher une crise entre Taïwan et la Chine. Ils ont retiré des forces considérables du Proche-Orient et les Israéliens, eux, essayent de ramener les Américains par la tignasse des cheveux dans une guerre régionale. Donc en fait, même Hassan Nasrallah l'a déclaré, il a dit les Américains ne veulent pas d'une guerre régionale, ils ne veulent pas d'un embrasement. Le Hezbollah ne veut pas d'un embrasement, l'Iran ne veut pas d'un embrasement. Israël veut un embrasement pour justement se sortir de cet isolement géostratégique dans lequel ils se sont fourrés. Donc Blinken fait des allers-retours, il rencontre les dirigeants israéliens, il rencontre Mahmoud Abbas, il rencontre les Qataris, etc. Est-ce que l'objectif, ce qu'ils essaient de faire les Américains, c'est, puisque de toute façon les Israéliens sont en train de perdre à Gaza, la solution qui est proposée, c'est de remplacer le Hamas à Gaza par l'autorité palestinienne représentée aujourd'hui par Mahmoud Abbas. Et donc les voyages de Blinken se font dans ce cadre-là. C'est-à-dire et puis même là, on a eu ce matin ou hier soir une déclaration de Gantz, le ministre israélien de la Défense, qui dit les Gazaouis habitent à Gaza et donc c'est eux qui doivent se gouverner. Et donc eux ils disent la phase de guerre intensive arrive à son terme et il faut en fait éliminer le Hamas, mais il n'arrive pas à éliminer le Hamas, pour remplacer le Hamas par l'autorité palestinienne de Cisjordanie. Donc ce qu'ils veulent faire, comme ils n'arrivent pas à chasser les Palestiniens de Gaza, ce qu'ils veulent faire, c'est faire de Gaza une Cisjordanie bis, c'est-à-dire avec un pantin. Donc Mahmoud Abbas et cette pseudo-autorité palestinienne qui s'implanterait donc à Gaza et qui laisserait les Israéliens faire à Gaza ce qu'ils font en Cisjordanie, c'est-à-dire
chasser les Palestiniens, les tuer, détruire leurs maisons et les expulser. Donc, pour étendre la colonie à Gaza. C'est ça qu'ils essayent de faire. Or, ça paraît très compliqué puisque là encore les Israéliens ont dû retirer 20 000 hommes de Gaza, puisqu'en fait ils sont en train de prendre une raclée. Voilà, c'est ça la réalité. Dans cette affaire quand même, Blinken, comment envisage-t-il ou pas la création d'un État palestinien, puisqu'on a bien vu que l'Arabie Saoudite et d'autres puissances arabes de la région expliquent qu'il va être difficile de sortir de l'affaire de Gaza sans accepter la création d'un État palestinien. Où en est-on dans les cercles diplomatiques occidentaux sur cette question? Alors, Blinken dit effectivement que la condition, c'est la condition de l'apaisement, la condition de la résolution du conflit, c'est la création d'un État palestinien. Mais en fait, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, tout ce baratin, c'est, vous savez, il y a eu les accords d'Oslo 1993, accord d'Oslo 2 1995, qui a instauré une autorité palestinienne. En fait, cette autorité palestinienne, c'est du point de vue israélien une stratégie. En fait, ils se sont dit, les Israéliens, bon, on n'arrive pas à contrôler totalement cette zone nous-mêmes, on va déléguer. Donc c'est un peu le système colonial des bureaux arabes. On va créer une pseudo-autorité palestinienne, et elle va faire notre boulot à notre place, en fait. Donc faire un travail de police, mater les Palestiniens, les révoltes, etc. Or, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné jusque-là, mais ce que je comprends dans les déclarations de Blinken et la stratégie qui est adoptée actuellement, c'est de faire miroiter un futur État palestinien, comme il l'avait fait à l'époque des accords d'Oslo, et faire, comme je l'ai dit, installer une autorité palestinienne bis à Gaza, mais sans la possibilité de création d'un État palestinien, parce que le seul moyen de créer un État palestinien viable, c'est d'homogénéiser le territoire. C'est-à-dire, il faut que les colons partent de Cisjordanie, il faut joindre Gaza à la Cisjordanie, et d'ailleurs, comme l'a dit la Chine récemment, en fait, revenir aux frontières de 67, d'avant la guerre de 1967. Or, il n'en est absolument pas question. Donc, ce discours de Blinken, de création d'un État palestinien, c'est du vent. C'est simplement la carotte qui va justifier en fait une sorte de nouvel Oslo qu'on va imposer cette fois, qu'on va tenter d'imposer cette fois à Gaza. Mais les conditions ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël n'est pas en position de force, ils ne sont pas en position d'imposer aux Palestiniens de revenir aux tables des négociations et de leur vendre un pseudo-État palestinien, une autorité palestinienne à Gaza. Là, aujourd'hui, on est dans une confrontation à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Ça va monter de plus en plus. Donc il va être très difficile pour les Israéliens d'atteindre leurs objectifs, et ils sont déjà en train de reculer, parce qu'au début ils nous disaient quoi, en fait l'objectif c'était de chasser tous les Gazaouis, une partie dans le Sinaï, une autre partie je ne sais où en Europe, au Congo. Or là maintenant il n'en est plus question. Là le ministre de la Défense est déjà en train de changer de discours en disant ah oui c'est les Gazaouis qui vont s'autogérer, c'est-à-dire qu'on va chasser mais les Gazaouis ne veulent pas chasser le Hamas. C'est-à-dire que la popularité du Hamas dans la bande de Gaza et en Cisjordanie a augmenté depuis le début de la guerre. Et 85% des Palestiniens, Gazaouis et de Cisjordanie, sont pour le départ de Mahmoud Abbas. Or les Américains veulent maintenir Mahmoud Abbas et en faire une autorité palestinienne à Gaza. Le type a 87 ans, il est corrompu, c'est un pantin. Les Palestiniens n'en veulent pas. Ça ne fonctionnera pas. Mais j'ai quand même une question de compréhension générale, puisque ça a été dit régulièrement, le Hamas, en tout cas sa branche la plus religieuse, est d'une façon ou d'une autre une création occidentale, qui a servi à concurrencer l'OLP à l'époque où l'OLP était encore active. Comment les Israéliens peuvent-ils aujourd'hui envisager un Gaza sans l'entité qu'ils ont créée pour pouvoir
tenir Gaza sous leur coupe pendant un certain nombre d'années? Alors, bon, déjà, il faut distinguer dans le Hamas les dirigeants du Hamas, le Hamas d'aujourd'hui et le Hamas d'hier. Il y a eu une évolution notable, notamment sous l'influence de ses alliés. C'est-à-dire que le premier financier du Hamas, c'est le Qatar. Mais ceux qui soutiennent le Hamas, ou disons plutôt la branche armée du Hamas, ceux qui luttent pour la libération de la Palestine, là ce sont plutôt les Iraniens, mais aussi les Syriens, en tout cas la Syrie avant qu'elle ne soit aujourd'hui en grande partie détruite, et le Hezbollah. Donc il faut distinguer l'autorité politique du Hamas, et comme l'a dit Messan d'ailleurs, elle n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dirigeants du Hamas, plus ou moins connus. Il y a ceux qui sont médiatisés comme Meshal et Ismaël Haniyeh, mais il y en a un certain nombre qu'on connaît peu, très peu, et qui n'ont pas tout à fait les mêmes positions. Donc il n'y a pas le Hamas. Le Hamas est une émanation des frères musulmans qui s'installent en Palestine, à Gaza dans les années 70, puis créé officiellement en 1987, mais le Hamas palestinien, aujourd'hui, c'était une branche des frères musulmans, mais le nom même des frères musulmans n'apparaît plus dans la charte du Hamas depuis 2017, d'ailleurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Palestiniens qui sont membres du Hamas sont d'abord des Palestiniens. Celui qui a perdu ses parents, ça concerne la majorité des combattants du Hamas, qui a perdu ses parents, dont les parents ont été tués par Israël, il ne se pense pas comme faisant partie de l'international frérisme. Il se considère comme un Palestinien qui défend sa terre. Donc il y a eu une sorte d'autonomisation du Hamas en Palestine, avec des influences extérieures. Bien sûr, il y a le Qatar, bien sûr, il y a eu des trahisons, notamment de Meshal au début du printemps arabe, à partir de 2012, contre Assad, mais les forces du Hamas qui ont été engagées en Syrie contre le gouvernement syrien sont une poignée, c'est une minorité. Ça concerne pas tous les combattants du Hamas sont d'abord préoccupés par la Palestine. Donc maintenant, la relation avec Israël, de toute façon, Israël, depuis sa création, a toujours eu besoin de prétextes pour opérer les épurations ethniques. Ça a toujours été le cas, depuis que l'épuration ethnique a véritablement commencé en décembre 1947. Ça a toujours été le cas. Mais c'est pas parce qu'il y a des combattants en face qui défendent leur terre qu'ils sont nécessairement des complices d'Israël. C'est une dialectique. Les Palestiniens ont besoin de forces de résistance, ce qui est naturel, mais les Israéliens de leur côté ont besoin également d'une force d'opposition armée pour justifier ce qu'ils font actuellement. D'accord ? Maintenant, la solution, si on doit régler ce problème-là, et si vraiment les Américains voulaient régler ce problème, ils feraient pression sur Israël. Pour commencer, lever le blocus sur Gaza et retirer tous les colons, qui sont maintenant plus de 700 000, en Cisjordanie. Donc aujourd'hui, on n'en est plus à une époque où simplement les Israéliens ont besoin d'une force, à savoir le Hamas, qui contrôlerait Gaza. Le Hamas a pour rôle historique de combattre, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que le Hamas qui combat. Le 7 octobre, ceux qui ont participé à l'opération étaient une dizaine, donc il n'y a pas que le Hamas. Ils ont besoin effectivement, les Israéliens, d'une opposition forte pour justifier ces massacres-là. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, et donc maintenant, on dirait que peu à peu, ils reviennent à l'époque d'Oslo, c'est-à-dire on ne peut pas les vaincre, on ne peut pas épurer ethniquement, donc on va
essayer de négocier pour maintenant imposer, là, ce que tu disais, à savoir une autorité palestinienne qui va gérer Gaza pour nous. C'est ça en fait le but. Gérer Gaza pour nous, évincer le Hamas, mais c'est pas de mal à veille, pour en fait poursuivre la colonisation et revenir à la colonisation à Gaza, puisque les colons ont été retirés en 2005. Est-ce que selon toi cette stratégie a de bonnes chances de réussir? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que au départ, les Israéliens nous disaient bon, ça va prendre quelques mois ou quelques années, mais on va éliminer le Hamas. En fait, c'était peut-être même pas vraiment leur objectif. L'objectif, c'était d'épurer ethniquement Gaza. C'est clair. Ils l'ont déclaré. Il y a des plans qui remontent à 20 ans, à 10 ans, notamment le plan Feiglin. Le but, c'était ça. Et ça a toujours été le cas. Même quand ils ont retiré les colons en 2005 et qu'ils ont ensuite imposé un blocus en 2007 et qu'ils ont commencé les bombardements annuels contre Gaza, l'objectif a été toujours d'asphyxier la population de Gaza, l'épuiser, l'harceler pour qu'elle accepte de partir. Cette stratégie a échoué. Ça fait 2005 le retrait des colons, 2006 victoire du Hamas à Gaza, 2007 début du blocus, on est en 2024. Ils ont échoué. Là, ils ont lancé l'opération d'épuration ethnique, ça a aussi échoué. Les Gazaouis ne veulent pas partir et c'est une énorme épine dans le pied. Donc, ils ne vont pas atteindre leur objectif. Maintenant, la seule solution pour eux, c'est de négocier avec ceux qui sont en train de les vaincre sur le terrain. C'est-à-dire le Hamas, le djihad islamique et les autres. Ils n'ont pas d'autre choix, ils ne peuvent pas imposer l'autorité palestinienne à Gaza. Donc là, en fait, ils sont vraiment dans une impasse. D'où les voyages multiples. Il ne suffit pas d'aller voir Mahmoud Abbas, le Qatar et Israël. Il faut aussi aller discuter avec le Hamas. Il faut discuter avec le Hamas et les autres organisations de résistance à Gaza, qui sont en train de l'emporter. Je rappelle qu'il y a des chiffres qui ont été donnés. Hassan Nasrallah a parlé de 30 000, se basant sur des sources israéliennes d'ailleurs, a parlé de 30 000 soldats israéliens handicapés. Donc 30 000, on va dire 30 000 blessés, ça voudrait dire qu'on est à près de 10 000 morts. Et c'est énorme, ce qui expliquerait le retrait de 20 000 hommes. Ils n'y arrivent pas. Et ce serait en fait, cette guerre de Gaza, la plus grosse défaite en termes de pertes humaines pour Israël depuis sa création. Mais est-ce que l'Occident peut accepter que le Hamas impose dans ce rapport de force qu'est l'histoire, puisque souvent on dit tout est prévu, tout est écrit, on s'aperçoit qu'en réalité l'histoire fonctionne par le rapport de force. Est-ce qu'on peut accepter, les Israéliens notamment, peuvent-ils accepter de reconnaître le Hamas comme un vainqueur militaire qui impose des conditions de paix? Est-ce que c'est imaginable? En fait, c'est-à-dire qu'en privé, ils doivent l'imaginer. Ils ne sont pas stupides. Par contre, ils ne pourront pas le déclarer publiquement. C'est-à-dire ils vont faire, et ce qu'ils ont commencé en fait hier avec Benny Gantz, à passer par des voies détournées. C'est-à-dire des voies discursives détournées. Dire oui, ce sont les Gazaouis qui doivent s'autogérer, etc., etc. Ils ne diront jamais que le Hamas est enfin jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas pour l'instant ils ne vont pas dire que le Hamas est un interlocuteur. S'il y a des négociations, elles se feront peut-être secrètement dans un premier temps, ou alors elles se feront avec une partie tierce, un autre État qui s'occuperait de jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux. Mais de toute façon, là, aujourd'hui, Israël est dans une impasse. En plus de ça, ils ont un dépôt de plainte, enfin une plainte qui est en cours pour génocide. Ils sont acculés plus que jamais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la seule issue pour les Israéliens, c'est un embrasement régional qu'ils essaient de déclencher. C'est la seule issue pour eux. Mais de toute manière, ils vont devoir se plier d'une certaine façon aux conditions, à une partie des conditions de ceux qui sont en train de gagner à Gaza. C'est évident. Tu y crois à cet embrasement régional? En fait, ça dépend des ennemis d'Israël aussi.
C'est-à-dire que ce qu'on remarque, l'attitude des Iraniens et l'attitude de Hassan Nasrallah, elle est très mesurée. C'est-à-dire qu'il y a des réponses militaires qui sont toujours proportionnées. Bon, là, hier soir, il y a eu une réponse militaire des Iraniens en Irak, au nord de l'Irak, dans la zone du Kurdistan. Je crois que c'est à... Il y a eu une... En fait, bref, ils ont frappé une base militaire américaine qui, d'après les Iraniens, servirait aussi au Mossad. Et c'est une réponse à l'attentat qui a frappé l'Iran. On a vu aussi effectivement des réponses du Hezbollah suite notamment à la frappe à Beyrouth qui a tué des cadres du Hamas. Donc une soixantaine de missiles qui ont frappé une base importante au nord d'Israël. Donc on est toujours dans des réponses proportionnelles et en évitant soigneusement l'embrasement. Pourquoi ? Le Hezbollah et l'Iran, mais surtout le Hezbollah, puisque géographiquement c'est lui qui est le plus près, n'a pas intérêt à répondre à la prise israélienne, parce que les combattants de Gaza sont déjà en train de l'emporter. Donc ce que font en fait le Hezbollah et l'Iran, c'est-à-dire qu'ils évitent l'embrasement pour laisser les Israéliens s'enfoncer dans le bourbier gazaoui. Ils n'ont pas intérêt. Accepter l'embrasement, l'escalade, c'est ouvrir une porte de sortie aux Israéliens qui diront c'est un nouvel holocauste, parce que ça fait depuis 1948 qu'ils font le coup de chaque guerre est un holocauste. Donc ils pourraient faire le coup et contraindre les Américains à intervenir. Or là, ni les Américains, ni le Hezbollah, ni l'Iran ne veut d'un embrasement. Donc on les laisse s'enfoncer. Et c'est ce qu'ils font, et on va suivre. Là, je pense que ça va commencer à s'accélérer. Là, vu la déclaration du ministre israélien de la Défense, ça va commencer à s'accélérer, et on peut avoir une chute de Netanyahou, un remplacement et un nouveau gouvernement. Parce que là, c'est une impasse pour les Israéliens. Bon, merci Youssef. Et puis on se retrouvera bientôt pour continuer l'analyse avec un peu de distance des événements. À bientôt.